Non, du coup, pour ceux qui l'ignorent, j'étais donc à la Nouvelle-Orléans la semaine dernière, enfin jusqu'à lundi. J'ai fait de lundi à lundi à la Nouvelle-Orléans, donc du côté, c'était vraiment banger, vraiment banger de chez banger. La Nouvelle-Orléans, donc qui est une ville, donc c'est en Louisiane. Et c'était vraiment très très chouette. Je me suis vraiment régalé. C'était vraiment. Je sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés à Nola. Bon, j'appelle ça Nola maintenant puisque bon, bah, je suis juste un mec de la Nouvelle-Orléans en fait maintenant, c'est juste ça. Yo Skadouche. Et je suis juste un mec, je suis juste un ricain quoi. Donc je vous dis, voilà quoi. Donc j'étais à Nola la semaine dernière et c'était vraiment vraiment cool. Et on a passé un très très bon moment. Donc du coup j'y étais. En fait en gros si vous voulez pour le rappel pour ceux qui savent pas, en gros Nogodi, son père est le general manager de l'équipe de rugby des Nola Gold, donc de l'équipe de la Nouvelle-Orléans. Et donc, il m'a dit, d'ailleurs, certains peut-être étaient en live, mais il y a un jour, il y a Nogodi qui débarque et qui me dit Rive, putain, je vais à la Nouvelle-Orléans dans 2 semaines, est-ce que ça te dit de venir avec moi? Certains devaient être en live à ce moment-là, comme il a proposé. Et il m'a dit, et j'ai dit, bah en vrai, go, tu vois. Je sais pas, j'avais envie de découvrir. Je me suis dit que j'aurais pas trop d'autres occasions forcément de découvrir la Nouvelle-Orléans et voilà. Et surtout que j'adore découvrir des villes quand il y a des gens qui y habitent et des gens qui connaissent les lieux. Et donc du coup là ça tombait bien puisque ben, les parents de Nogodi y habitent depuis quelques temps maintenant. Donc c'était vraiment parfait pour découvrir. Et donc on y est allé avec la FIS, donc qui vous savez fait les documentaires. Donc on en a profité pour tourner une vidéo. On a fait un live sur la chaîne la semaine dernière. On a fait un live sur la chaîne de Nogodi aussi. On a regardé le match de rugby, c'était tellement bien. Et donc, on a fait une super semaine de juste mais juste de régalade en fait. Juste de régalade. Donc ouais, donc c'était les States quoi. C'était les States. J'ai appris que il y avait 6% d'impôt sur les sociétés. Donc je me disais, en vrai, est-ce que je me dis, tu vois, est-ce que finalement ça serait pas bien, tu vois, d'aller à la Nouvelle-Orléans, tu vois. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, on se casse, tu sais. Juste, on se casse. Puis après, je me suis rappelé que un IRM, c'était 700 $. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est bien la France aussi, tu sais, c'est bien la France en vrai. La France où on paye pas pour aller se faire soigner, c'est pas mal, tu sais. C'est pas mal. Donc j'ai dit, let's go, on reste. Let's go, on reste. Let's go, on reste, mais on condamne quand même les gens qui piquent dans la caisse, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que si on contribue tous beaucoup, c'est bien si les gens qui piquent dans la caisse se fassent condamner derrière. Ben voilà, après je vise personne, oh là là, je vise personne. Bien sûr, mais c'est bien que, voilà, justice soit faite. Bien sûr. Donc voilà. C'était un super lundi, bien sûr. Let's go faire un IRM pour le plaisir du coup. Mais du coup j'y vais là. Du coup je vais faire un IRM cet après-midi là, histoire de me faire kiffer un petit peu là. Et donc non non, c'était très cool et on a passé un très très bon moment franchement. C'était une très belle destination. La Nouvelle-Orléans, je vous le dis, c'est une magnifique destination. Je trouve que la ville est sublime, le quartier français, etc. Là, mais c'est très marrant le quartier français. Certains ont déjà fait le quartier français à la Nouvelle-Orléans. C'est très très chouette, hein. C'est très beau, c'est une sorte je sais pas, c'est une mélange entre la France, des villes des Caraïbes, je sais pas, c'est un peu particulier, mais c'est vraiment, vraiment très joli. Oh là là, tac. Tu vois, t'as des petits trucs avec des balcons comme ça, t'as des petites boutiques, machin, c'est vraiment, vraiment chouette. Et surtout, et c'est au milieu de la ville, c'est vraiment, vraiment bizarre. T'as pas visité les marais? Si, si, on est allé, on a visité plein de trucs. Ah, si, si, on a visité plein de trucs. Hop. Et puis en vrai, c'est quoi 4 millions d'euros? C'est une semaine normale pour un streamer, ça? Ah, c'est rien du tout. Red Dead Redemption Saint-Denis. Tu sais que c'est exactement ça. Pour ceux qui ont joué à Red Dead Redemption Saint-Denis, c'est exactement la même chose. Donc on est vraiment dans Louisiane. Donc la Louisiane, notamment, parce que c'était anciennement français. La Nouvelle-Orléans, c'était la grande ville de Louisiane. Et mais c'était sublime. On a fait ça de nuit. On est dans des bars, on a mangé dans des restos. C'était trop bon. Là-bas, la bouffe est bonne, hein. La bouffe est très bonne en Louisiane. En fait, pour vous compreniez, la Louisiane, c'est un État qui a voté majoritairement pour Donald Trump aux élections présidentielles. Mais la Nouvelle-Orléans, c'est un peu un bastion de gauchos. Enfin, de gauchos. On s'entend, ils sont à droite de la gauche, quoi, si vous voulez. Même, ils sont à gauche de la droite, plus exactement. Et en fait, c'est une sorte de ville où, tu vois, tout ce qui est droit LGBT, etc., c'est beaucoup plus ouvert que dans le reste de la Louisiane. Pour le coup, la Louisiane, là, pour le coup, c'est un petit peu plus le sud profond, quoi.
Donc voilà. Tous les grandes villes sont de gauche aux US. Ouais, mais du coup, là, effectivement, du coup, c'est étonnant parce qu'en Louisiane, c'est particulier quand même. Je suis dyspraxique, la droite de la gauche et la gauche de la droite, je connais bien. Ouais, j'entends ce que tu dis, je comprends. Donc non, non, c'était vraiment, c'est chouette. Et genre, j'ai appris qu'en Louisiane, il y a la loi Don't Say Gay. Tu n'as pas le droit de prononcer le mot gay en Louisiane. Genre dans des institutions, genre de choses. C'est une folie, non? Et par exemple, j'ai rencontré des profs francophones là-bas. Et en Louisiane, beaucoup de profs dans beaucoup d'écoles sont écoutés, enregistrés, filmés. Et genre, la prof, elle me racontait que dans son école, elle racontait l'histoire de deux pingouins mâles qui étaient tombés sur un œuf qu'on leur avait confié. Et en gros, ils ont fait éclore l'œuf. Et en fait, après, ils s'en sont occupés et après, ils se tenaient la main, tu vois, en mode de pingouin heureux, tu vois. Et genre, on lui a dit, arrêtez de parler de cette histoire. Elle était en mode, bah oui, mais ça s'est vraiment passé dans un zoo. Non, non, mais on arrête. Oui, mais on parle même pas de relations sexuelles, on dit juste que c'est deux pingouins mâles qui ont. Manchots, pardon, c'est des manchots. Deux manchots mâles qui ont juste couvé un œuf, quoi. Non, non, mais non. Ok. Ok, bah. Mais pas de souci, Donc, are you kidding, right? Non, non, mais pas du tout. Mais bon, c'est bon dérapage. Mais bon, bref. Mais sinon, c'est très joli la Louisiane. C'est vraiment marrant. Autour, c'est un peu terre trumpiste et tout autour de la Nouvelle-Orléans, mais la Nouvelle-Orléans, c'est sympa aussi. C'est sympa. Bref, il y avait la FIS qui était là aussi. On s'est régalé. Et puis en plus, évidemment, j'ai pu faire étalage de mon anglais, mais parce qu'en fait, voilà, je pratique pas tous les jours l'anglais, mais déjà, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir parce que je sens qu'en anglais, autant c'est foutu du maybe last year de poney, mais autant vous dire que je suis en anglais, mais mes masterclass. Genre là, je suis à l'aéroport, je suis à l'aéroport de Nola, on va décoller. Et en fait, j'ai un chapeau qui est là, et c'est un chapeau, si vous voulez, de l'équipe de la Nouvelle-Orléans de rugby. Et là, je vois une dame qui a le même chapeau que moi, et je dis, punaise, bah, vous êtes venu voir le match de rugby. Et, et, euh, et elle me dit, oui, elle me dit en anglais, hein. Elle me dit, oui, en fait, je suis venu voir mon fils parce que mon fils joue dans l'équipe. Et là, je lui réponds en anglais, mais non. Vraiment instinctivement. Mais non. Mais non. Comme ça. Elle m'a dit, yes. Oh no. Are you mocking me? No way. Vraiment instinctivement. Mais non. Ah, c'était vraiment très très drôle. Euh, et dans des bars, à chaque fois que j'allais dans des bars, je disais, I'm gonna take you a beer. Et, et là, t'as Nano qui me dit, alors, oui, tu peux dire I'm gonna take, mais enlève le you, parce que si tu dis I'm gonna take you, c'est je vais te prendre. Bon, je vais te prendre toi. Donc, évite de dire ça. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Et j'avais ce réflexe de mettre I'm gonna take you. Non, tu vas rien prendre, frérot, tu prends juste une bière. Non, d'accord, ok. Tu ne prends pas le serveur, la serveuse, tu laisses les gens tranquilles, ils font leur travail, ils sont pas tranquilles. C'est pas le cas. Je vais te prendre avec une bière, s'il te plaît, mais c'est exactement ça. Le retour du pilote original. Vas-y, saurais-tu me donner le nom de la peinture que tu as utilisée pour le mur du fond? Oh frère, c'est rien, là, c'est une peinture Leroy Merlin. Peinture Leroy Merlin vert. Mat. En France, on peut dire je vais te prendre une bière. Bah oui, mais du coup, pas de bol, j'étais pas en France. Donc ouais, non, c'était vraiment drôle. Et donc le Meno, il m'a fumé de rire. Meno! No way! Are you kidding me? Mieux, I'm gonna have a beer. Ouais, mais bon, là, à ce moment-là, je suis pas à ce niveau-là. Terrifiant. Il parle français là-bas. Alors oui, c'est intéressant. Alors, il y a 150 000 locuteurs français en Louisiane, à peu près. Et du coup, on a croisé des gens qui parlaient français. On a croisé. Alors du coup, on a fait une vidéo là-bas sur le sujet, sur le français en Louisiane. Et notamment le fait que beaucoup de gens disent qu'il y a le Cajun, qui évidemment, il y a des Cajuns. Donc en gros, si vous voulez, le Cajun, c'est une culture francophone qui s'est développée en Louisiane après la fin du Québec français. Enfin, vous savez, à la fin du Canada français. Les Acadiens donc, ont été déportés ensuite en Louisiane. Et les Cajuns, c'est devenu les Acadiens, c'est devenu les Cajuns. Et en fait, sauf que avant
les Acadiens, il y avait les créoles qui étaient là. Donc en gros, les colons et descendants des colons français et esclaves qui se trouvaient là. Et donc en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de gens qui disent qu'ils sont cajuns, mais en fait, ils sont surtout créoles. Et donc on a rencontré des gens là-bas qui parlent un français mais impeccable. Pour le coup, c'était vraiment impressionnant. On a rencontré des gens d'un français mais absolument impeccable. Et pour le coup, c'était assez chouette. Et des gens qui parlaient français, qui se disaient être cajuns, mais qui parlaient français, mais comme ils le pratiquaient pas, tu sentais que c'était un petit peu difficile pour eux. Et j'ai appris que là-bas, ils y a des mots qui sont pas les mêmes que chez nous. Par exemple, il y a le mot, par exemple, il y a des mots cajuns, j'ai découvert. Par exemple, le mot grouiller. Est-ce que vous allez dire ce que ça veut dire grouiller en cajun? Imaginons, là j'ai un pote que je vais grouiller. Se presser, râler, se dépêcher. Non, c'est pas se dépêcher, non. C'est pas se dépêcher. Non, je vais grouiller. Aider, retrouver, taper, embrouiller, non. Non. Bagarre, non. Non, grouiller, c'est bouger. Exactement, Quentin. C'est ça, c'est bouger. Quentin a la bonne réponse dans le chat. C'est bouger. C'est en mode, là, faut que je grouille au bar parce que j'ai mes potes qui m'attendent. C'est bouger. Il faut que je grouille. Là, je vais aller grouiller un pote à Paris. Je vais déménager un pote à Paris, tu vois. Enfin, c'est bouger. Je vais bouger un pote à Paris. Yo, Star Killer. Moi, j'ai Michael from New Orleans. How are you today? I'm fine. You? I'm fine. Really fine. Que je vais aider à grouiller plutôt. Oui, tu peux aider à grouiller. Mais sinon, t'avais d'autres mots. T'avais une belle pour une balle, par exemple. T'avais quoi? T'as plein de mots comme ça. T'as aussi pour une poupée, par exemple, les poupées des filles et des garçons. Une poupée, c'est une catin. Voilà. Donc, en gros, tu dis aux enfants dans la cour, les enfants, vous ramassez les belles et les catins. Ok. Plus bizarre ça, ouais, c'est plus bizarre. Mais non, en fait, c'est bizarre, oui et non. Souvent, les gens, tu sais, quand ils disent salut poupée, tu vois, tu te rends compte qu'il y a un truc un peu commun, tu sais. Un peu commun. Et donc, en fait, on est même allé dans une école francophone. En gros, on avait rendez-vous, vous verrez dans la vidéo, dans le détail, etc. Dans la vidéo, ça, c'était assez drôle. On va du coup dans une école francophone. Donc, vraiment, on est à 1h30 au sud de la Nouvelle-Orléans. Donc, on est plus dans le sud de la Louisiane, etc. On est dans un coin qui s'appelle Pointe-aux-Chiens. Pointe-aux-Chiens, donc vraiment un endroit. Et en fait, c'est le lieu d'une tribu amérindienne. Et donc là-bas, tu as une école francophone parce que les Amérindiens parlent encore beaucoup français aujourd'hui. Pour le coup, la communauté amérindienne, c'est celle qui parle le plus français aujourd'hui, plus que les Blancs, par exemple, ou les Afro-Américains. C'est les Indiens. C'est comme ça, les Indiens. Et d'ailleurs, ils s'appellent eux-mêmes Indiens. Et c'est eux qui parlent le plus français aujourd'hui dans cette zone des États-Unis. Et donc, on va dans l'école, etc. On rencontre la directrice, on discute, on rencontre des professeurs français qui sont là-bas. Donc, trop gentils et tout. Et donc, on fait un peu le tour. Je vous laisserai regarder la vidéo et vous verrez un peu ce qu'on y a fait, ce qu'on y a discuté, etc. On descend et on rencontre le voisin qui est cajun. Bref, on discute et tout. On arrive fin de journée. Ouais, en gros, l'école finit à 3h là-bas. Et il devait être 14h à peu près, je pense, et tout. On est à l'extérieur on est juste devant l'école, on discute un peu. Et là, donc on est un peu dans la campagne quand même. Et là, on entend une énorme rafale de fusils d'assaut, de M16. Et t'es en mode, mais what the fuck? Et donc, évidemment, moi, réflexe, je baisse la tête et je me rapproche un peu de la voiture et tout, tu vois. Et pareil, il y avait Nogodi qui était là, il fait pareil, il y avait la fille aussi, la même chose, on est un peu en mode, on est surpris, quoi, tu vois. Et là, je vous jure, on était du coup avec les professeurs, avec le voisin et tout, et là, ils nous regardent et ils sont morts de rire, et ils font, mais putain, mais c'est rien, c'est juste le voisin qui tire, il tire comme ça tous les vendredis après l'école. Il est trop sympa, il attend que les enfants s'en aillent, et puis après ça va, il déclenche une petite rafale, quoi. Et t'es en mode, d'accord, ok, trop drôle. Et limite, ils se foutaient de notre gueule, parce que c'est nous qui avions peur. Attendez les gars, mais excusez-nous, on a quand même un réflexe humain, on entend des tirs de fusil, ça, et c'est nous qui passions pour les fous.
En mode, ah, ça va, et tout, c'est ok. Ouais, les Frenchies qui se bêtent. Non, mais c'était exactement ça, tu vois. On est passé pour des. Pas pour qui on est passé d'ailleurs, mais bon. Un minimum d'instinct de survie, quoi. Mais complètement, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, attends, mais là, on a juste l'instinct de survie, calmons-nous, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, Fidra, merci pour le 47e mois. Et du coup, on en a profité aussi pour aller évidemment, on est allé dans un gun shop, on est allé dans un firing range, mais putain. Je suis juste allé tirer, en fait. Je suis juste un vrai Américain. Je suis juste allé tirer. Putain, c'était juste énorme de faire ça. De pouvoir tirer, de pouvoir remplir un flingue. Putain, juste une folie. Avec un petit 9 mm. Tout ce qu'il y a de plus normal, en fait. Un énorme Magnum. Alors, évidemment... Donc là, on avait notre instructeur de tir. Et on était avec Nogodi, on est allé tirer, etc. Enfin, juste dingue, en fait. Juste dingue. Ça coûte cher d'aller tirer. Ben, écoutez, on a tiré au 9 mm. Du coup, on n'a pas tiré avec des grosses armes, etc. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais tiré à l'arme à feu. Enfin... Jamais avec une balle à l'intérieur, c'est-à-dire j'ai déjà tiré avec des armes napoléoniennes, etc. Mais il n'y avait pas d'armes dedans. Là, il y avait des armes, des balles dedans. Il y avait vraiment c'était armé. On est juste dans Magnum là. C'est vrai qu'avec la chemise, ça fait très Magnum. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Le retour de Michael. Putain, j'étais juste là pour m'entraîner au tir en fait. Et et donc on est allé tirer pour la première fois de notre vie avec Nogodi. Et c'était une expérience un peu particulière. Parce que déjà, on débarque dans le gun shop, on dit, on arrive et tout, on arrive, c'est trop drôle. On arrive, on sait pas trop par où commencer, on commence à discuter avec un gars qui... Parce qu'à l'avant, c'est un shop où vraiment tu peux acheter des armes si tu veux. On arrive et tout, et le mec nous demande, ouais, vous êtes d'où et tout, on est en mode, bah on est français, et c'est la première fois qu'on vient tirer et tout, et il fait, ah mais putain, mais trop bien, j'adore la France, j'ai vécu un peu à Paris et tout. Je fais, ah ok, bah trop cool et tout. Il dit, bah si vous voulez, regardez, je peux vous montrer ça si vous voulez. Et là, le mec nous montre un lance-grenade. Et il dit, bah regardez ça, regardez le lance-grenade. Et là, il nous tient la jambe pendant 15 minutes sur un lance-grenade. Et on est en mode, bah trop cool, bah, ok. Il me dit, bon, bah vous êtes pas américain, je peux pas vous vendre d'armes, mais regardez ce lance-grenade, comment il fonctionne bien. Et là, il montre à Nogodi, il dit, regardez, là d'ailleurs, vous avez même des gâchettes et vous pouvez switcher. Parce que c'était un lance-grenade que tu mets sous le canon de ton M16 par exemple ou de ton AR-15. Et il dit regardez, avec cette même gâchette que vous pouvez installer, vous pouvez switcher entre les deux. T'es en mode bah, trop cool mec, franchement trop intéressé par le fait d'avoir un lance-grenade ou une arme que j'ai déjà pas, tu vois. Vraiment c'est les US. On a dit ok bah trop cool, merci. Et après nous avoir tenu la jambe pendant 15 minutes, ils nous disent bah vous pouvez aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, dans la boutique, c'est là où tu peux aller louer une arme pour tirer. Alors là mec, c'est la folie. Tu peux louer des trucs mais dans tous les styles d'armes que t'as envie. Tu peux avoir des fusils d'assaut, des armes anciennes, des AK-47, des M16, des AR-15, des FAL, des UMP-45. Bref, il y avait tout l'arsenal de Modern Warfare 2 qui était là. Et à un moment donné, moi je dis mais putain mais vas-y, j'ai trop envie de tirer avec... Vas-y, je me dis c'est quoi, vas-y, moi j'ai envie de tirer avec des armes de la Seconde Guerre mondiale, il y en avait et tout. J'étais en mode vas-y, on y va, tu vois. Et là le mec dit oui ok, bah c'est 200 $ par personne. Bon, du coup on était 5, ça faisait 1000 $, on a dit bon... Allez, ce sera un 9 mm, ce sera très bien. Allez. Là, ce sera très bien. Donc, du coup, on s'est retrouvé au 9 mm. Et donc, il y a notre instructeur qui est juste ici, que vous voyez. Et on lui dit, il nous dit, c'est la première fois que vous tirez. On lui dit oui. Il me dit, d'où vous venez? On lui dit, on vient de France. Et là, il y a eu un petit malaise. Pas vous cacher qu'il y a eu un petit moment d'arrêt en mode... on était, oh, ok, et tout. Et on lui dit, il y a un problème. Il dit non mais vous voulez nous reprendre la statue de la liberté. Et là on était en mode non, on va pas vous reprendre la statue de la liberté, parce que je crois que c'était Glucksmann qui leur a dit ça. On était en mode mais non, on veut pas vous reprendre la statue de la liberté. Donc juste s'il vous plaît, Glucksmann, je vous en conjure, je ne vous connais que trop peu monsieur Glucksmann, mais je lance un appel, arrêtez de dire des choses comme ça, parce qu'après nous on se retrouve dans la merde à leur devoir leur expliquer que c'était une blague, que c'était une boutade et qu'on leur reprendra pas la statue de liberté et qu'on s'en fout. Voilà, monsieur Glucksmann, je passe le message. Et il était premier degré. Mais je sais pas, j'ai pas la sensation qu'il était... je sais pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, il avait l'air d'être un peu... Bon bref, ça ne s'arrête pas là, parce que du coup après, on a eu un brief de sécurité, mais sommaire. Le mec me dit, tu sais, il remplit le chargeur et tout, bah exactement comme là. Là, il remplit le chargeur 9 mm, et là, il me dit, voilà, prends l'arme, tu poses ta main comme ça, la main droite comme ça, la main gauche comme ça, et tu tires. Et ben allez, allons-y.
Donc là, on fait chacun un chargeur, et puis après, le mec se barre. Le mec part, tout simplement. Donc je me suis retrouvé, littéralement, 10 minutes après avoir tiré mes premières balles de ma vie, je me suis retrouvé à moi-même devoir charger un chargeur, et pas vraiment réussir à y arriver. Je mettais même les balles à l'envers dans le chargeur et tout. Une fois que j'ai compris comment les mettre, à charger l'arme, à l'enclencher, à chambrer, parce qu'il faut à chambrer l'arme, et à tirer. Et j'étais en mode, mais gars, mais je suis pas sûr de savoir faire ça tout seul, j'ai jamais fait ça. Et donc au final, on s'est retrouvés comme des glands, tout seul avec les armes et tout. Et donc on arrive plus ou moins à faire marcher l'arme, etc. machin. Et sauf en fait, je pense que là-bas, ils sont tellement câblés parce que il y avait des enfants autour de nous. Il y avait des enfants de 15 ans, 16 ans qui tiraient. 16 ans minimum, je pense. 16 ans qui tiraient. Donc en fait, pour eux, ils ont grandi avec ça, tu vois. Et en fait, le mec se barre. Et juste, nous, on tire quelques balles, on arrive à charger le truc, tu vois. Donc je tire, et là, j'enraye l'arme. L'arme s'enraye, le Glock, il marche plus, tu vois. L'arme, elle bloque. Et là, moi, j'essaie de tant bien intervalle, tu sais, j'ouvre un peu la culasse et tout. Je regarde et je vois qu'il y a 2 balles bloquées un peu mal branlées, tu sais. Moi, je pose l'arme et je suis en mode, je sais pas quoi faire. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que je dois faire ? Donc là, on est obligé de rappeler le mec. On lui fait un signe à travers la vitre parce qu'il est retourné dans son shop. On lui fait coucou, on a un problème. Du coup, il nous regarde, il vient nous voir. Il dit ouais, c'est quoi le problème ? Il y a un truc, qu'est-ce qui se passe ? Il a dit regardez, l'arme elle est bloquée. Et là, il nous fait mais vous prenez ça. Et là, il commence à prendre l'arme comme ça. Il fait ça. Et en fait, il fait tomber les douilles coincées. Il dit voilà, c'est bon, elle est plus coincée. Allez-y. Et là, on retire et paf, elle se rebloque. Le mec était reparti. Oh là 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 là, obligé de le rappeler pour qu'il revienne nous redébloquer l'arme. Et le mec a dû nous prendre pour des tanches, mais en même temps, on n'a jamais utilisé d'arme de notre vie. Donc on était vraiment en mode, gars, on essaye, mais c'est pas simple, quoi. Ah, mais je pense que le mec nous a pris pour des... il nous a pris pour des cons, c'est une évidence. Donc bref, donc c'était vraiment, il nous a pris pour des cons, je pense. Il nous a pris pour des cons à ce moment-là. Après, je lui ai dit, c'est du mauvais matériel. Vous avez pas un FAMAS, vous avez pas une arme française. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Vous avez pas un petit FAMAS qui traîne. Donc voilà. Mais après, il me dit ouais, mais les Glock, ça s'enraye souvent. Bah ouais, mais est-ce que je suis censé le savoir ? C'est la première fois que je tire à l'arme à feu aussi. Donc avait-il tort ? Mais alors là, avec une arme à feu, absolument pas. Par contre, la sensation de tirer, de viser, ça pour le coup, j'ai plutôt passé un bon moment, ça c'était chouette. Mais par contre, le fait de le faire en toute insécurité, ça par contre c'était très désagréable. Parce que tu as quand même dans ta main quelque chose qui est une arme à feu, qui est létale, et tu te dis, mais j'ai juste pas envie de faire de bêtises, j'ai envie qu'on m'explique tout ce qui est la sécurité, comment est-ce qu'on doit bien charger, tous les différents trucs. Il m'a même pas expliqué comment me positionner, tu vois, genre... et bon, bref. Le fait d'avoir des gamins à côté, ça faisait pas flipper. En fait, surtout que... Ah si, mais punaise, mais je l'ai pas dit. Mais en fait, on avait un groupe de mecs, je crois que c'était des Anglais, qui arrivent juste à côté de nous ou quoi. Et là, il y a leur pote qui arrive et qui dit ouais, putain, il faudrait que vous acceptiez notre pote qui arrive parce que, en gros, il était bourré, il a été refusé dans un autre firing range parce qu'en fait, il était bourré, ils l'ont refusé. Normal. Et les mecs ont dit ouais, pareil ici, il pourra pas venir tirer parce que s'il est bourré, on n'acceptera pas. Et je pense que et après l'instructeur, il a dû nous prendre pour des faibles, pour des faibles. Parce que bon, à côté de nous, il y avait des mecs qui tiraient. À côté de nous, il y avait d'autres personnes qui tiraient. Il y avait un autre stand de tir, une autre salle qui était collée. Et les mecs devaient tirer, je sais pas, au fusil à pompe ou à l'arme automatique. Au départ, quand t'es pas habitué, à chaque coup, ça te fait sursauter, quoi. Donc ouais. Mais donc c'était un peu... Mais là-bas, les gens arrivaient on va dire, au lieu pour tirer, là, dans le truc, ils y allaient en mode comme s'ils allaient à la salle de sport, quoi. Tu sens que les gens, ils sont habitués, ils ont leurs petites armes, leurs petites munitions, ils arrivent, ils chargent, ils tirent. Ah ouais, j'étais halluciné, quoi. J'étais en mode, ah oui, vraiment, les mecs, c'est leur basic fit, quoi. C'était littéralement ça. C'était leur basic fit, et puis ils arrivent, ils tirent, ils se barrent, puis terminé, bonsoir, quoi. Ils vont tirer quand ils vont au badminton. Ah, mais c'est exactement ça. Donc, non, c'était... Donc c'était assez terrifiant.
C'était assez terrifiant, pas vous le cacher. Quoi. C'est normal pour tout le monde, les armes à feu, même les Français, avant de tirer beaucoup pendant le service militaire. Mais ouais, mais en fait, c'est juste que t'as pas envie de faire de bêtises, quoi. Puis en fait, déjà que en fait, t'es un peu tanche, et surtout que t'as pas envie de faire de bêtises, et t'as surtout pas envie de faire de bêtises parce que c'est un truc où, bah, si tu te rates, etc., ça peut être dangereux, quoi. Puis ça reste une détonation, ça peut exploser, enfin, tu vois, il y a plein de choses où tu te dis, bon, j'ai pas envie que ça crée de problème. Donc non, c'est juste que t'as envie de faire bien les choses, et là, j'avais pas la sensation qu'on pouvait les faire correctement, quoi. Mais bon, après, expérience, voilà, c'était la première fois que je fais dans ma vie. Moi, je sais que j'ai envie de passer ma licence de tir en France parce que j'aimerais bien apprendre à tirer notamment aux armes anciennes. Donc à poudre noire, etc. Parce que je trouve que quand on s'intéresse aux faits guerriers, savoir comprendre comment fonctionne une arme, je trouve que c'est important. Même si je veux pas avoir d'armes chez moi, c'est plus pour comprendre la mécanique, comment ça fonctionne, les contraintes, etc. Parce que j'aimerais bien tirer à un moment donné, un jour dans ma vie, avec des armes, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, comme c'est une période que j'étudie. Mais t'aimerais bien chasser. Alors non, pour le coup, la chasse, ça m'intéresse pas du tout. Autant tir sur cible pour le côté précision, etc. Moi, franchement, ça me fait kiffer. Autant la chasse, ça me botte moins. J'avoue. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont chasseurs, tu vois. Il y a pas de, y a pas de, y a pas de mal là-dessus. Je vais pas juger les chasseurs ou quoi. Mais c'est pas, moi, c'est pas quelque chose qui me botte, quoi. Tu as une bonne réaction dans l'armée quand tu as un incident de tir, tu dois appeler le chef de tir avant de poursuivre. Bah ouais, bah moi j'étais en mode, je pose l'arme et je fais rien avec, tu vois. Donc voilà. Donc Yo Profil, comment ça va? Elle l'a bien pris. Elle l'a bien pris. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais au final, interdit ou pas au Stade de France. On n'a pas une nouvelle. Donc pas de nouvelle, bonne nouvelle. Normalement, on n'est pas interdit au Stade de France. Yes. Normalement, c'est bon. On n'a pas de nouvelles. Donc normalement, c'est que c'est OK. Mets le doigt dedans, au pire du pire. Ouais, au pire, je mets le doigt dans le truc et puis c'est bon, quoi. Donc non, non, c'était un peu, donc c'était un peu particulier, mais c'était quand même une belle expérience de le faire ça. Et puis bon, on a quand même bien rigolé. Après, on a fait plein d'autres trucs, tu vois. On est allé visiter les infrastructures des Saints aussi avec No Go Dreams. Ça, c'était vraiment zinzin. Ça, c'était un très très bon souvenir. Parce que du coup, vous savez, on était à la Nouvelle-Orléans, donc du coup, on a eu la chance de pouvoir visiter une petite visite privée une petite visite privée de, bah, juste des Saints, quoi. C'était vraiment vraiment bien. Tu t'es senti puissant. Ah, je me suis senti américain, bien sûr. Merci beaucoup, Captain Middle. Merci pour le prime. Comment il va le Captain Middle? Ça, c'était cool. Ça, les Saints, ça, c'était vraiment bien. Ça, j'ai kiffé. Et donc ça, on a visité avec No Go Dreams. On avait eu la chance de pouvoir de rencontrer Jade qui travaille là-bas, qui nous avait dit, qui nous a permis de visiter et tout. C'était trop bien. Donc vraiment une bonne expérience de visiter des structures de NFL parce que c'est quand même le plus gros sport là-bas, le football américain. Et pouvoir y aller, c'était une expérience assez ouf. Et puis surtout, je sais pas si je peux vous trouver des images, mais je peux avoir des. Est-ce que j'ai une photo? Je dois avoir une vidéo du. Il me semble que je peux avoir. Je crois que j'ai une vidéo des vestiaires. Rien que les vestiaires te font péter un plomb. Attendez, il faut que je me le transfère depuis le téléphone. Tac, 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 tac. C'était quoi cette vidéo, ça? Je sais même plus. Tac, tac. Hop, je vais m'envoyer tout ça. Hop. Parce que j'ai quand même envie de vous montrer. J'ai quand même envie de vous montrer ça parce que c'était vraiment bien. J'ai quand même envie de vous montrer un petit peu tout ça parce qu'il y avait plein de choses super. Hop. Et donc, hop là. Genre ça, ouais. Par exemple, là, on était dans les vestiaires. Tu vois, ça, c'était le vestiaire des Saints. Rien que le vestiaire, déjà, il est hallucinant. Donc là, il faut imaginer qu'il y a autant derrière que devant moi. Et donc là c'est un canapé qui est juste ici. C'est un canapé où, en fait, les mecs peuvent venir. Les mecs peuvent juste venir
Et en fait, ils peuvent jouer à la console sur. Le canapé fait littéralement la taille de ma salle de stream. Hein. Et franchement, je n'abuse pas. Il fait vraiment la taille de ma salle de stream, le canapé. Et donc, ils ont chacun leur casier. Ils sont plus de 100 joueurs. Donc, je vous laisse imaginer la taille du bordel. C'était assez ouf. Donc, il n'y avait pas grand monde parce qu'ils sont en intersaison en ce moment. C'est l'intersaison en ce moment en NFL. Donc, c'était assez calme. Mais il n'y avait que des joueurs qui sont en réathlétisation, ce genre de choses. Et c'était vraiment bien. Le vestiaire, vous se déplacez à trottinette vu la grande. Non, mais c'est déconné. Il n'y a pas un club en France, peut-être le PSG qui doit avoir un truc de ce standard, de ce standing. Ça, c'est le meeting room. Il y aura une vidéo de toute façon sur la chaîne de Nogodi qui va sortir avec toutes les images qu'on a filmées là-bas. Parce que du coup, Nogodi en a profité pour faire une vidéo où il compare les infrastructures de l'équipe de rugby de la Nouvelle-Orléans et celle du football américain pour un peu voir où est-ce que ça en est. C'est deux mondes différents, mais c'est intéressant de voir et de comparer. Et donc là, ça c'est la salle de meeting où en fait il y a plus de 100 places dedans et en fait les joueurs viennent le matin, ils ont le programme de la journée et ensuite après ils ont leur propre petite salle de meeting. Genre ça c'est par exemple la defense, et ben ils viennent là et puis après c'est une plus petite salle comme vous voyez et puis comme ça ils peuvent juste bosser sur les choses liées à la défense et tout. Et là c'était le stade couvert, ça c'est zinzin. Donc ça ils ont un stade couvert, hein, complètement couvert avec une salle de muscu et tout. Enfin bref, vous verrez dans la vidéo de No Go Dreams. Et vous verrez dans la vidéo de No Go Dreams. Et voilà. Et bien sûr, le trophée Vince Lombardi avec la bague et tout. Trop stylé. Il est sympa, No Godi, au final, ou pas parce que t'étais mitigé un moment. Quoi. Moi, j'étais grave mitigé. Ouais, je savais pas. Non, mais écoutez, je suis toujours un peu mitigé, hein, finalement. J'aime... oui, bon, après... j'apprécie toujours l'homme. Après, je pourrais toujours critiquer le créateur. C'est vrai que l'homme est intéressant, mais le créateur est détestable. On peut en profiter, non, complètement, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. No Go Dreams détestable. Il est absolument détestable. On sépare l'homme de son contenu. Bah, ça me semble obligatoire. Ça me semble tout à fait obligatoire. Cette horrible personne, putain, je te jure. Terrifiant. Mon ancien coloc faisait du football américain, y compris dans l'appart. J'avais une bonne image. J'ai pas une bonne image de ce sport. Bah si, c'est un sport quand même. Moi, j'avoue, j'aime bien le football américain. J'avoue, c'est un sport que j'apprécie pas mal. C'est un sport que j'apprécie pas mal. C'est qui ce gars? Je connais pas vraiment. Un con. Non, No Go Dream, alors, il s'appelle Nogodi. Et Nogodi, c'est un streamer c'est un créateur de contenu à la base sur les réseaux courts. Il parle beaucoup de rugby. Et en fait, il fait du contenu notamment avec Poney. On a fait les dernières viewing parties notamment avec lui de l'équipe de France de rugby pendant le 6 Nations. Et c'est avec lui qu'on a commenté le match de la Nouvelle-Orléans. C'est sur sa chaîne. Donc c'est lui, No Go Dreams. Voilà. Donc on a commenté avec lui le match de Nola, le match des Nola Gold. C'était trop bien. Putain, par contre. Vraiment, peut-être la meilleure, c'était trop bien. La semaine était exceptionnelle, mais l'expérience de pouvoir commenter depuis le stade, c'était tellement banger, vraiment. Je me suis régalé. C'était trop bien. No Go Dreams, c'est juste son côté influenceur crypto-monnaie. Oui, c'est ça, parce qu'il fait de la crypto aussi, c'est juste No Go Dreams. Et donc, c'était trop bien de pouvoir commenter le match des Nola Golds. Parce qu'en fait, le père de No Go Dreams est le general manager de l'équipe. Donc, c'est pas le coach, c'est le general manager. Il est en train de la mêler aussi, c'est un peu particulier. Et donc, on a réussi à avoir Nogodi a réussi à avoir des accès pour pouvoir commenter le match avec la MLR de la Nouvelle-Orléans. Et donc, c'était une super expérience. Donc, on était en tribune dans des booths commentateurs et on pouvait commenter le match en direct et vous partager ça. Et c'était tellement bien de pouvoir avoir ça. Oh là là, c'est fou, ils ont raté tellement de trucs pour Tanola. Trop dommage. Et c'est un fan de rugby. C'est un fan de rugby, même plus que ça, parce que ça a été un joueur, il a joué à bon niveau, hein, Nogodi, à Brive notamment. Il a même joué dans les sélections jeunes. Est-ce qu'il a fait un match en équipe de France? En tout cas, il était déjà allé plusieurs fois faire des préparations avec l'équipe de France, jeune, etc. Donc non, il a joué à très bon niveau.
Et donc pour moi, il a une super analyse du rugby et c'est vraiment, je trouve, une vraie plus-value dans son contenu. Je trouve qu'il bosse vraiment bien sur l'analyse rugby aussi. Et puis c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, qui est très divertissant en live. Il live depuis 1 an seulement, mais il fait du contenu court depuis 2 ans. Donc c'est un créateur qui est quand même relativement jeune, entre guillemets, dans son contenu, parce que ça va faire voilà, 2 ans qu'il fait du contenu sur Internet et 1 an qu'il fait des lives. Et c'est quelqu'un qui, voilà, c'était vraiment chouette de pouvoir faire ça avec lui et tout, c'était trop cool. Et son papa est un entraîneur très reconnu. Tout à fait. Qui a entraîné longtemps en top 14, en Pro D2, et qui était absolument adorable aussi, trop gentil. Avec son père, j'ai eu une masterclass sur la mêlée, c'était trop, trop, trop intéressant. On va faire une vidéo, il y aura un petit reels dessus très certainement qui va sortir. Mais comment est-ce que ça s'articule une mêlée? C'était trop passionnant. Parce que moi, j'ai pas fait de rugby. Et donc, il était trop gentil. Il m'a dit, bah, viens, je t'explique. Et donc là, il me dit, vas-y, mets-toi à genoux. On s'est tous les deux mis à genoux face à face. Et il m'a dit, vas-y, on va tenter de mettre en mêlée. Il m'expliquait comment ça marchait, tout le truc de se mettre en place, trouver la bonne position des mains, bonne position de la tête, réussir tout ce qui est travail de force. Après qu'il m'ait fait une initiation, il m'a montré genre des trucs à la vidéo sur en gros comment est-ce qu'il faut régler trouver les bons axes de poussée et tout. Oh, c'était passionnant, franchement. Ça commençait bizarre l'histoire. Oui, c'est vrai qu'à genoux, non, on s'est mis tous les deux à genoux. C'est ça que et en vrai, non, c'était trop intéressant de discuter de ça avec lui, quoi, tu vois, parce que lui il est plutôt calé sur la mêlée, et donc c'était une vraie masterclass qu'il m'a donné. C'était trop bien de voir comment se travaille la mêlée et tout, et c'était chouette. Donc ouais, donc c'était vraiment vraiment bien. Tu viendrais voir un match du CAB à Brive, bien sûr. Si je suis invité pour aller dans la, il me semble que No Go Dreams a une tribune à son nom maintenant, il me semble. Donc j'aimerais bien être invité dans la fameuse tribune No Go Dreams. Et donc on a pu commenter le match, et c'était hyper agréable. En fait, la MLR a fait confiance là-dessus à No Go Dreams pour pouvoir commenter, et c'était super, quoi. Franchement, je trouve que c'est tellement une plus-value de pouvoir montrer du sport en direct avec la prod et tout. Je trouve ça trop bien, c'est trop rare encore sur Twitch. Donc merci beaucoup la MLR, merci ESPN d'avoir accepté, parce que ESPN a dit mais bien sûr, pas de souci. Mais évidemment, avec grand plaisir. Donc ouais, c'était cool. Mais il y a un vrai intérêt pour le rugby là-bas. Ça se développe. Ça se développe. Là, il y avait 2000 personnes dans le stade. Donc c'est le début. Hein. La Ligue existe depuis 2018 seulement. Il y a eu, il y a eu une pause avec le Covid et tout ça. Mais oui, oui, ça commence à se développer. Il y a des joueurs, il y a des très bons joueurs qui commencent à arriver en MLR. Le niveau augmente vraiment beaucoup. Euh, non, c'est pas mal. Attendez, excusez-moi, j'ai un appel. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'arrive, j'ai un appel.
Ah, les amis, excusez-moi, j'étais obligé de mettre ma main dans ma bouche, mais parce qu'en fait, en gros, écoutez, mon nom est sorti, pourquoi puisque vous savez tout, c'est Noé 100%. Non, c'est France Télévisions qui m'a appelé, pourquoi puisque c'est France Télévisions qui m'a appelé, c'était pas la Sécu du Stade de France, puisque je sais pas si vous avez vu, mais ça a commencé à fuiter un petit peu. Mais en gros, Benoît Paire, consultant pour la chaîne numérique Roland Garros France Télévisions. Et du coup, c'est dans les cartons depuis un petit moment et ça a fuité, donc je vous en parle de moi, de vive voix ou quoi que ce soit. Et en fait, donc, avec Cécile Gray, avec Alizé Lim et avec moi-même, nous serons donc aux commentaires de Roland Garros cette année sur la chaîne numérique, un peu comme ce que j'avais fait aux Jeux Olympiques l'année dernière. Donc c'est pas sur la chaîne Twitch de France Télévisions, c'est sur la chaîne numérique, comme ce que j'avais fait sur France TV. Donc voilà. Poney et Bench. Mais non, mais en fait, c'est autre chose, les copains. C'est autre chose que Je 7 et Slash. Parce que là, c'est pas là où on fait Je 7 et Slash sans les images, etc. Là, c'est vraiment on sera sur France TV avec les images des matchs et avec du coup, vous voyez ce que fait Laurent Luyat, en gros, vous savez, sur le plateau de France Télévisions, quand il dit oui, bonjour, on était sur le central, on retrouve du coup Alcaraz face à Zverev sur le Simone Mathieu, bien sûr, pour le 4e tour de ce Roland Garros. Enfin voilà. Et donc, en gros, c'est ça qu'on fera sur la chaîne numérique de France TV. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et ça devait pas sortir tout de suite, mais je sais pas comment l'équipe a eu la news, mais voilà. Donc on sera avec Cécile Gray, Alizé Lim et Benoît Paire pour commenter Roland Garros cette année. Enfin, le présenter, puisque je commenterai pas, parce que c'est des journalistes qui vont commenter, mais je serai à la présentation. Et voilà, Poisson d'avril, absolument pas. Vraiment, pour le coup, c'est absolument pas. Alors oui, ça sort un 1er avril, mais c'est absolument pas un Poisson d'avril pour le coup. C'est quoi la chaîne numérique ? En gros, vous savez, c'est sur France.tv. En gros, vous allez sur le site France.tv et puis voilà, vous avez les chaînes en direct sur France TV et au lieu de regarder sur la télé, vous regardez sur le site internet et vous avez tout ça. Et donc il y aura un chat comme la dernière fois. Enfin bref, il y aura des dispositifs. Vous verrez un petit peu similaire à ce qui avait été fait pendant les Jeux Olympiques. Et voilà. Et voilà. Du coup, pas de live pendant Roland. Si, il y aura quand même des lives pendant Roland. Ne vous inquiétez pas. Juste évidemment, ce sera un petit peu la programmation sera un petit peu bouleversée, comme vous l'imaginez. Mais non, il y aura bien des lives pendant Roland. Donc ce sera pour les qualifs, pour la quinzaine, et voilà. Du coup, c'est quand le tir à l'arc. Très bonne référence. Donc, c'est qu'ils t'aiment bien France TV. On bosse bien ensemble parce qu'ils étaient très contents de ce qu'on avait fait pendant les Jeux Olympiques. Donc, du coup, ils m'ont reproposé de rebosser avec eux là pour Roland Garros cette année. Et voilà, moi, je trouve que c'est trop bien. Moi, je suis un fanat de sport. Puis France TV, Roland Garros, c'est les grands événements sur lesquels tu as envie de bosser quand t'aimes le sport, quoi. Donc, en vrai, je suis trop fier. Ça fait plaisir. Merci à eux de leur confiance et let's go, quoi. Et on avance. Et on y va. Et en plus, il y aura Benoît Paire, on va se régaler. Donc c'est cool. Interview bord terrain avec Sinner, maybe last year, Zverev. Ah, you lose today, but maybe last year. Donc ouais, et Tour de France cet été. Ça, je sais pas, les copains, je peux pas vous dire. Je sais pas. En vrai, je sais. Bon, pour le coup, vraiment, je sais pas si c'est en discussion sur peut-être des trucs ou quoi, mais en vrai de vrai, j'ai pas mis l'info à vous donner sur ça. Je peux pas trop vous dire ce qu'il en est. Tu as dit aussi que tu seras sur la moto pour le prochain Tour de France. Mais je ne peux pas le dire. Je peux pas tout avouer. Je peux pas tout dire encore. Mais effectivement, Veuclair n'a que bien se tenir. Mais je suis fier en vrai. Ça fait vraiment plaisir. Tour de France, c'est moyen de plateau aussi. Bah, faudrait voir. Étape après étape, les amis. Étape après étape.
On va gagner des places, c'est cool. Mais non, mais voilà, donc je suis très content. Quand il y aura l'annonce officielle, etc. de France TV, on en reparlera un petit peu plus. On en reparlera un petit peu plus de manière un peu plus carrée. Mais comme c'était sorti là sur l'équipe et tout ça, au moins, pour ceux qui l'avaient pas vu, vous avez l'info. Je vous donne l'info maintenant et puis on en reparlera à l'approche de la quinzaine parce qu'au final, ça va commencer à arriver là. On va arriver là fin mai, début juin. Là, c'est dans 2 mois, quoi, à peu près. Dans 2 mois. Donc ouais, ça va être cool. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup tout le monde. En mode Rivenzi, chute à l'arrière du peloton, bien sûr. Il me semble que c'est Mackensen qui tombe. Mackensen, malheureusement. Du coup, tu suis pas en direct la TP 250 de Marrakech pour te préparer. Là, je suis pas dessus là. Là, j'étais plus en mode, je fais un petit live pépère pour encaisser le jet lag des États-Unis et voilà, j'étais plus dans ce mood là. Merci beaucoup, CFPO. Merci pour le 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Mais ouais, c'est un petit peu l'idée, mais ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être très sympa. J'ai hâte. Puis Roland Garros, c'est une sacrée ambiance à chaque fois et tout. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Mais aussi, en parlant des annonces, on peut en profiter. On va faire un petit tour des annonces. Profitons-en. Puisque vous parliez du Poney Club tout à l'heure, vous parliez de Nogodi tout à l'heure, et ben justement, on va faire hop les rendez-vous du coup jeudi. Rendez-vous jeudi pour Boat ce jeudi avec la team, avec le trio infernal. Le trio infernal, messieurs, dames, le trio de l'Ovalie. Bien sûr. Oh là là. Est-ce qu'on pourrait presque. Ce sera sublime. Ce sera sublime. Là, on va se régaler. Là, je vous le dis, on va se régaler. L'incroyable équipe. Alors du coup, Boat, l'émission donc présentée par Zerator, diffusée sur la chaîne de Zerator, mais aussi sur la chaîne Twitch de France TV /. Donc avec Poney Club que vous connaissez bien, Nogodi que vous connaissez de mieux en mieux sur la chaîne aussi. Et en face de nous, on aura donc le trio Bichard, Shones et Oni. Alors autant je connais Bichard et Shones, je connais moins Oni pour le coup, mais ça va être très cool de la rencontrer. Et on va passer un grand moment, ça va être cool. Ça va être très cool. L'équipe des HP, voilà, on y va tête dans le mall, tête la première. Donc ça va être chouette. Franchement, ça va être bien. Donc du coup, jeudi dans la journée, certainement pas de live puisque le temps d'aller à Montpellier. Et vendredi, on va voir puisque après, moi, j'ai un jeu de rôle aussi. On fait soirée jeu de rôle chez Geek Fabula vendredi soir derrière. Donc on va voir un peu la programmation de la semaine. C'est sûr qu'il y a live demain soir pour le live histoire. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et après, ça va pas mal être éclaté. Et voilà, donc un trio légendaire. Mais non, mais c'est trop bien. Je suis trop content qu'on fasse ça. Il va falloir te téléporter, ouais, ça va être chaud. Semaine chargée, semaine très chargée, effectivement. Semaine très chargée. Et non, je suis très content. Je suis très content de le faire avec Nogodi et Poney. On va bien rigoler. Je pense qu'on peut vraiment plier un petit classique mais je pense qu'on peut vraiment faire une très très belle émission avec les deux là. Donc ça va être bien. La télé, ouais, Nogodi. Mais no, Nogodi. Oh my god, you are here. Are you mocking me? Profitez-en, ce sont les 2 lives mensuels. Ah ouais, mais punaise, en ce moment, ça bouge fort, là. C'est vrai, c'est vrai. Mais non! Ramener la victoire à Tribord, punaise, il faut qu'on ramène la victoire à Tribord, vous avez raison, il faut qu'on gagne. T'as expliqué le Menno, délicieux, j'ai expliqué le Menno! Donc, non, ça va être bien. Avec No Go Dreams et avec Poney Club, ça va être régalade. De toute façon, il faut que j'ai un rang à tenir. À chaque fois que je participe à un jeu, je gagne. Donc, entre 12 coups de midi, entre l'écu du roi, je suis obligé de gagner. Je suis obligé de gagner. Je suis obligé de gagner. Niveau bouffe, les US, c'était comment? Eh ben, sachez que j'ai mangé vraiment healthy pour le coup. J'ai vraiment fait attention. J'ai pas beaucoup mangé de fast-food, de burgers, etc. J'ai fait vraiment gaffe. J'ai pas mangé beaucoup de fast-food en vrai, de vrai.
Alors sachez que, et pour de vrai, tant que ça ramène pas étoile pour t'éteindre, c'est bien, au pire ça étoile pour t'éteindre. Le mec qui s'est fait sortir direct de question pour un champion qui prépare depuis 2 ans. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, ok. Je rigole. Je crois, oui. Ah, ok, salut. Ok. Non, mais ça va, on rigole. Je cautionne pas, j'annule jeudi. Oh my god. Non, mais donc, non, pour revenir à la bouffe, sachez que on mange très bien, on mange vraiment très bien en Louisiane. Hein. Parce qu'en fait, là-bas, ils ont quand même une petite culture de la bouffe qui est pas pareille que dans le reste des États-Unis. Parce qu'en fait, eux, ils ont tout un délire. Parce qu'en fait, eux, ils sont vraiment entre le Mexique, les Antilles, la culture française et les États-Unis. Donc, du coup, tu mélanges un petit peu tout ça. Et ce qui fait que finalement, là, il y avait pas mal de plats assez bons. Ils ont ce qu'ils appellent un de gumbo en entrée. Donc, c'est une sorte de goulash, en fait, si vous voulez, c'est une sorte de soupe avec de la viande à l'intérieur, de la viande ou du fruit de mer, etc. C'est très, très, très bon. Ça, j'ai kiffé. Ils ont aussi des... Putain, comment ça s'appelle, ça, déjà? Ils ont ce qu'on appelle des po' boys, donc c'est genre de sandwich avec beaucoup d'épices, ce genre de choses, c'est très très bon. Et tu mets ce que tu veux à l'intérieur, puis après évidemment vous avez tous les fast-food américains et ce genre de choses. Mais en termes de bouffe, il y a de quoi se régaler. Beaucoup de choses liées aux fruits de mer aussi. Donc je trouve que pour manger c'est vraiment vraiment chouette. Du homard un peu, non, bah eux c'est des écrevisses aussi, je crois beaucoup. Et ça bouffe. Et donc non, ça mange bien. J'ai kiffé. Comme des bao. Ah, c'est pas comme des bao pour le coup. Les po' boys, c'est vraiment un sandwich avec du pain. Un pain qui est assez spongieux et où après dedans tu mets ce que tu veux avec. Mais en fait, c'est les épices à l'intérieur qui vont faire la différence, quoi. Donc ouais. Et en plus, c'était le luxe. Parce qu'en fait, la mère de Nogodi, en fait, si vous voulez, la mère de Nogodi fait des baguettes de pain. Elle pourrait littéralement ouvrir une boulangerie que ça ne choquerait personne. C'est-à-dire qu'elle fait des baguettes de pain, c'est littéralement des baguettes tradition de la boulangerie, et elle fait des croissants. Absolument délicieux. Donc bon, autant vous dire que j'avais pas l'impression d'être aux États-Unis, quoi. Le matin, je me levais, j'avais ma petite baguette, un petit croissant. J'étais en mode, quoi d'autre? Parce que moi, j'en ai mangé. J'ai mangé beaucoup de pain fait maison. Et je suis désolé, 95% du temps, je trouve que le pain maison est absolument dégueulasse. Voilà, je vous le dis. Je le dis comme je le pense. Chez les gens chez qui j'ai mangé du pain maison, il est tout le temps dégueulasse parce qu'ils font ça dans des sortes de... Vous savez, moi j'avais ma mère qui faisait ça à un moment donné, tu sais, c'est des sortes de trucs de préparation de pain où tu sais, c'était des sortes de moulins qui tournaient et à la fin ça te faisait une pâte qui ressemblait à la fin à du pain. C'était dégueulasse. Et donc sauf la mère de No Go Dreams. Et la mère de No Go Dreams, bah, elle fait du super pain. Enfin, désolé, mais c'est très belle miche de la mère de No Go Dreams, en fait. Les belles miches, c'est bravo. D'habitude, ils mettent du glaçage sur les croissants, c'est immonde. Bah là, c'était juste du croissant, c'était sublime. Mais non, mais c'était les belles miches, enfin, c'était le pain, tu vois. Tu dérables. Mais non, mais c'était les miches de pain qu'elle faisait. Je sais pas. C'est pas clair. Ceux qui font leur pain comme ça se persuadent que ce qu'il est délicieux alors que c'est de la terre. Il est dégueulasse. Souvent, le pain maison est souvent dégueulasse. Mais là, vraiment délicieux. Il était les baguettes tradition, le croissant. Le croissant. Ça va ramener le clock jeudi. Ouais, bah déjà, si tu l'enrayes pas. Ma mère faisait pareil, à part pour colmater une brèche dans un mur, aucune utilité. Bah ouais, mais moi, enfin, tu vois, c'est du pain, des fois, c'est terrifiant. Mais c'est dur à faire le pain en vrai, hein. Quand t'es pas boulanger, c'est un métier. Hein. C'est un taf, hein. C'est pas non plus à la portée de tous. C'est pas à la portée de tous, les copains. Je pense que quand t'es aux US, t'as vite besoin de faire du bon pain pour pas mourir. Bah ouais, et puis bon, je pense que c'est surtout du fromage aussi, quoi. Mais t'imagines, mais le business model, là, voilà. On s'est dit ça avec No Go Dreams quand il était là. On s'est dit, ce qui serait bien, c'est quand même, tu fais t'apprends à faire des baguettes tradition. Et là, tu t'ouvres une petite boulangerie aux US, là. Tu vends 30 baguettes, tu vends 15 € la baguette, ils achètent, tu l'appelles la spéciale française.
Et là, tu vends 30 baguettes par jour, tu fais 15 balles la baguette, et c'est bon, et c'est terminé, bonsoir. Et c'est terminé, bonsoir. Là, le business model, il marche. T'as pas besoin de te prendre la tête à le faire. Tu les fais pas le matin, tu les fais la veille au soir. De toute façon, ils s'en rendent même pas compte, les Américains, ils en ont rien à foutre. Eux, c'est pareil, ils ont jamais goûté une bonne baguette de leur vie, donc pour eux, c'est exceptionnel. Mais bien sûr, mais bien sûr. Imposition avantageuse en plus, mais évidemment, petit jambon beurre là, mais on se prend pas la tête. Voilà, on fait un petit jambon beurre, un petit sandwich, et puis voilà. Le jambon beurre, c'est 35 $, et puis voilà, on n'en parle plus. 15 baguettes par jour, c'est combien d'IRM par mois? Bah, je sais pas, mais ça marche. Hein. Pour moi, il faut pas se prendre la tête. Chaque client te demande si tu vas bel et bien reprendre la statue de la liberté, je te jure. À chaque fois, c'est ça. Mais non, c'était pour le coup, c'était une très très bonne surprise. Bravo. Oh, par contre, vraiment, un truc qui m'a choqué en allant là-bas, et je me rends compte à quel point en France, on râle souvent sur ça, mais quel point on est en avance, c'est le tri et les déchets. Oh là là, mais alors ça, mais... Oh, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Dans le sens où les sacs plastiques, alors ça, les sacs plastiques, c'est en veux-tu, en voilà. Quand tu sors des courses, on est allé à Walmart, et en fait, on voyait, nous, on n'avait pas pris grand-chose, donc on n'a pas pris beaucoup de sacs plastiques, mais en gros, ils mettent... en fait, t'as un tourniquet à sac plastique où, en gros, tu passes à la caissière qui bip ton produit, et une fois qu'elle a pris ton produit, en fait, elle le met dans les sacs plastiques, et elle met 3 produits par sac plastique. Donc du coup, ce qui fait que tu ressors de tes courses, t'as 15, 20 sacs plastiques avec tous tes produits à l'intérieur. Et avec le tourniquet, elle te l'envoie et machin. Oh là 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 là, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et c'est vrai que sortie d'Europe, c'est un peu particulier, parce que c'est vrai que ça me rappelle l'enfance, ces sacs plastiques. Bah ouais, mais carrément, mais eux, c'est encore plus, parce que moi, je me souvenais pas qu'il y avait autant de sacs plastiques. Et donc pour eux, ça n'existe pas. Et aussi le tri. Le tri sélectif aussi, évidemment. Le tri aux États-Unis, c'est-à-dire que tu prends la poubelle. D'un côté, dans la même poubelle, tu mets le plastique d'un côté et tu mets le verre de l'autre. C'est la même poubelle. Et tu mets le carton au milieu, histoire de faire une petite séparation, histoire de, tu vois. Et après, tu refermes le sachet une fois qu'il est plein et tu le mets dans la poubelle. Et voilà. Ah non, mais c'est vraiment un délire. Hein. Tout le monde est en mode, non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Ça, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Et ce que je trouve aussi, et ça pour le coup, tout ce qui est rapport aux déchets, il n'y a pas de tri et tout, c'est. Ouais, ça me foudroie. Ça me foudroie. Et ça, par exemple, très bon exemple. On est allé manger à Cane's. Donc Cane's, qui est une sorte. Cane's, en gros, si vous voulez, c'est une franchise de fast-food spécialisée dans le poulet aux États-Unis. C'est une sorte de rival à KFC, en gros, si vous voulez. On va manger un midi à Cane's et on commande, on est 5, on se dit vas-y, on prend 50 morceaux de poulet, donc des tenders si vous voulez, ça fait 10 chacun, bon voilà, c'est bien quoi. Là, on te commande ça, on reçoit les sauces, vous voyez les plastiques de kebab, vous savez, où les cartons plastiques de kebab là, qui se ferment, et ben en gros on reçoit ça. Et on se dit, ah putain, trop bien, du coup, il y a une partie du poulet dedans. Et on ouvre, et en fait, dans la boîte en plastique, il y avait à l'intérieur des petites boîtes en plastique avec la sauce pour les poulets. Je te demande, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, du coup, c'était une boîte pour les petites boîtes. Donc voilà. Ensuite, on reçoit un sac plastique avec à l'intérieur des sachets de moutarde, de mayonnaise, de ketchup, et en gros c'était pour les frites. Ça, c'était juste des sauces pour les frites, étaient mis dans un sac plastique. Et ensuite on avait le poulet qui était dans des barquettes en aluminium jetables. Vous savez, ces barquettes en aluminium souple là. Et donc voilà, et donc tout était dedans et dans les déchets, et voilà quoi. Et ça, pareil, tu vois, tu te dis, mais putain, mais tellement de déchets, c'est une folie, c'est une folie, c'est une folie. Et donc, évidemment, tu jettes tout ça dans la même poubelle à la fin, quoi. C'est absolument terrifiant. Et tu te dis que c'est l'Amérique, quoi. C'est l'Amérique. Ils ont un autre rapport au tri. C'est un peu particulier, quoi. C'est un peu particulier. C'est pas trié après. Ah non, le tri n'existe pas. Le tri n'existe pas.
Si tu veux, ne serait même le verre. Hein. Le verre, c'est pareil. Le verre, c'est dans la poubelle. Faut savoir que quand on était au bar, on nous filait des bouteilles de bière. On jetait littéralement les bouteilles de bière dans les poubelles. Donc voilà. Je sais même pas s'ils trient les piles. Hein. Je sais même pas s'ils trient les piles. C'est une folie. Donc bon. Tu dirais qu'ils sont en retard sur le côté écolo, bizarre ça. Bah, je dirais qu'ils sont en retard sur pas mal de choses en vrai. Hein. Mais tu sais que en fait c'est bizarre parce que les États-Unis c'est un pays. C'est un peu contre-intuitif de se dire ça, mais en fait c'est un pays. On a l'impression qu'on le connaît bien parce qu'on est tellement baigné dans la culture américaine par les films, par le sport, par tout un tas de vecteurs culturels qui font qu'on a l'impression d'être proche de ce pays. Mais en fait, on est tellement différents dans la manière de voir les choses, dans nos modes de vie, dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport même. Enfin, tu vois, moi, ce qui me terrifie, je pense que je n'ai jamais vu de autant. En fait, aux États-Unis, le delta entre les gens très riches et les gens très pauvres est tellement élevé. Et il se voit énormément. Parce que, vous savez, le système de santé aux États-Unis est hyper. Enfin, c'est hyper cher de se faire soigner aux États-Unis. On en parlait rapidement sur le ton de la blague en live, mais en fait, du coup, tu vois des choses que tu vois aux États-Unis que tu verrais beaucoup plus rarement ou quasiment jamais en France. Aux États-Unis, quand tu vas dans la campagne, même en ville, tu vois, en Louisiane, tu vois des gens, là, il y en a beaucoup à qui il manque des dents. Il y a des gens, tu les vois, ça se voit qu'ils sont pas en bonne santé. Tu vois que ils boitent, il leur manque un œil. Enfin, tu vois, j'ai vu des trucs, mec. Moi, j'étais halluciné. Je me disais, mais c'est ouf. Et ces gens-là, le rapport à l'argent est très différent. Mais ouais, les gens en fait, n'ont pas de quoi se soigner. Du coup, ils sont en mauvaise santé, quoi. Et j'en discutais avec quelqu'un qui vit aux États-Unis depuis longtemps, que j'ai croisé, qui me disait, en fait, même les SDF qu'on voit dans la rue, c'est des fois des gens qui ont essayé de se soigner. Et en fait, qui ont mis toutes leurs économies dans les soins, et en fait, qui sont juste tombés dans la pauvreté parce qu'ils ont tout claqué dans les soins, quoi. Donc voilà. Et donc, en fait, je me dis, mais punaise, mais pour eux, on est un pays de communistes, quoi. Et on est un pays de communistes. Parce qu'avec le système de sécurité sociale et tout, là-bas, il n'y a pas de prêt à taux fixe. Là-bas, ça peut changer. Là-bas, tu as des assurances qui coûtent plusieurs milliers d'euros par mois, de dollars par mois, pardon. Et tu vois, par exemple, là, un autre exemple, tu vois, j'en ai plein en tête, mais celui-là m'a marqué particulièrement, c'est, tu vois, nous en France, sur l'autoroute, si tu as des panneaux qui sont affichés, déjà, je crois que tu n'as pas trop de panneaux publicitaires, et si tu as des panneaux qui sont affichés, c'est souvent des panneaux de prévention liés à la sécurité routière et ce genre de choses. Là-bas, les panneaux qui sont sur le bord de l'autoroute, c'est le panneau des avocats avec marqué dessus vous avez tapé dans un automobiliste complètement débile, appelez votre avocat au 444 444 444. Et du coup, t'as que des avocats pénalistes ou des avocats qui en gros font leur pub le long des autoroutes au cas où t'as un accident pour que tu puisses les appeler si t'as un problème. Et du coup, te facturer la presta, quoi. Je suis en mode, c'est pas la même vision, quoi. La visite médicale du quotidien ici, c'est le rendez-vous annuel qui coûte une blinde là-bas. Ben ouais, non, mais c'est assez dingue. C'est assez dingue. Après, c'est un pays qui, sur d'autres choses, est hyper intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux faire un don à une association à côté de chez toi ou je sais pas, à une université, parce qu'ils sont beaucoup dans le mécénat et tout ça, c'est défiscalisé à 100%. Tout ce que tu gagnes, tout ce que ta boîte peut gagner, tu peux le reverser à une association à côté de chez toi. Donc du coup, tu sais où tu peux savoir où vont tes impôts, ce genre de choses. Tu vois, il y a des choses, t'es en mode, putain, il y a des choses intéressantes, mais il y a d'autres choses, t'es en mode, mais ça marche sur la tête, quoi. Les parents de Nogodis, ils sentent bien. Bah écoute, eux après ils sont dans un cadre un peu particulier parce que tu vois, ils sont expats, c'est lié au sport, au rugby, du coup ils sont dans un environnement plutôt francophone, donc c'est pas mal, ouais. Ouais, mais financer l'école publique, c'est quand même mieux, non? Non, non, mais après, c'est, comment dire? Je trouve ça chouette aussi de pouvoir choisir les choses que tu as envie de. Si tu as les moyens de le faire, de pouvoir financer des projets à côté de chez toi aussi, ça peut être bien. Mais complètement. Après, c'est vrai que l'école publique là-bas, bon, c'est un délire. Hein. En Louisiane, t'as plus d'école publique. Hein. Ça n'existe pas. Donc voilà.
Donc en France aussi, non, c'est pas 100%. Et puis l'impôt sur les sociétés en Louisiane, c'est 6%. En France, c'est plus de 50%. Donc bon. Alors c'est 50% à peu près, quoi. Pour ceux qui sont pas patrons. Le truc, c'est qu'il y a plus que les bourgeois qui financent ce qui les intéresse. Oui, oui, c'est ça aussi. L'impôt sur le revenu, c'est pas 50. Mais non, mais pas l'impôt sur le revenu, mais l'impôt sur société. Les impôts que toi t'as sur les impôts que t'as sur ta société, à force, je t'assure que tu finis avec 50%. Je te l'assure, gros gros. Je t'assure. L'impôt sur impôt société. Oui, mais avant, oui, t'as l'impôt société, mais t'as pas que l'impôt société. C'est si tu veux sortir de l'argent de ta boîte. C'est en plus, comment dire, c'est le salaire. Enfin, t'as pas que l'impôt société. Il y a signé avec que l'impôt sur les sociétés. Non, mais enfin, entre guillemets, t'as autre chose qui passe derrière. Mais oui, oui, t'as des taxes sur ton salaire, etc. Machin, t'as plein de choses. Mais oui, d'après les montants. Après, moi, je vous dis, qu'on soit bien d'accord, hein, moi, ça me dérange absolument pas de payer des impôts en France. Euh, moi, je suis pour qu'on mette dans un pot commun et on se serre les coudes. Moi, j'adore ce système. Enfin, je trouve que c'est un système qui est tellement beau et je m'en rends encore plus compte en revenant d'une semaine aux États-Unis. Je vais pas faire l'américain, j'ai pas vu tous les systèmes américains, j'ai pas vu tous les États, comment est-ce que c'était foutu, etc. Mais je trouve qu'on a un système où on protège les gens, on protège les plus faibles. Et je trouve que c'est beau. Maintenant, quand quelqu'un pique dans la caisse, putain, par contre, s'il y a des gens qui piquent dans la caisse, désolé, mais il faut leur mettre des peines. Il faut y aller. Il faut. Désolé, mais s'il y a des gens qui piquent dans la caisse, ils n'ont pas le droit d'être invités ils ont pas le droit d'être invités au journal de TF1 le soir, quoi. Comme qui, par exemple? Comme Marine Le Pen, par exemple. Ah non, mais 4 millions d'euros, la folie, tu sais. La folie. Mais non, mais en vrai quand t'es patron de PME, comme je suis, parce que finalement je suis patron d'une petite ou moyenne entreprise, c'est vrai que tu payes beaucoup d'argent et moi ça me rend et en vrai quand t'as des employés etc, quand tu payes des prestats etc, tu payes tes charges sociales et tout et je joue et il y a pas de souci, il y a pas de souci. Mais alors quand je vois des gens qui piquent dans la caisse, mais tu te dis mais en fait vous volez l'argent mon argent vous le volez, c'est une folie. En vrai, c'est une folie ça me rend fou. Là, c'est même pas parler de politique, tu vois, franchement, parce que en vrai, ça pourrait être de gauche de droite. Hein. J'aurais le même discours. Hein. Mais, que ce soit des mecs de gauche, des mecs de droite, etc. T'en faux, elle se fait piéger. Arrête, non, mais arrête, tu déconnes complètement. Non, non, mais c'est juste, tu te dis, putain, quoi, je crois que c'est le truc qui me fait le plus mal, c'est vraiment les mecs qui piquent dans les caisses, quoi. Ça me met dans un mal terrible. Le fou du bus. Donc ouais. Parce que tu bosses et tu te dis, voilà, quoi. Le pire, c'est que les preuves sont accablantes et ils sont encore toujours en mode complot. Non, mais c'est fou, quoi. Déjà, je cherche, ça se prononce cotisation. Oui, ben voilà, c'est vrai, si tu vas me chercher une cotisation. Et moi, je cotise, pas de souci. Mais c'est juste quand déjà, tu sais, l'hôpital, ça marche pas très bien, l'école, ça marche pas très bien, t'es en mode, c'est chiant. Déjà, tu payes cher, tu te dis, bon, les services publics sont pas trop au rendez-vous, c'est un peu chiant, ça commence à faire chier. Mais en plus, quand il y a des gens qui piquent dans la caisse, tu te fais, putain, bah là, ça commence vraiment à faire chier. Et pour moi, il faut des peines où c'est exemplaire, quoi, tu vois. Parce que, euh, parce que nous, les entrepreneurs, si t'es pas carré, tu prends des redressements fiscaux et c'est tant pis pour ta gueule. Hein, et tu prends et il y a pas de, tu payes ta dette. Hein. Donc ouais, tu prends des redressements, tu prends des contrôles fiscaux, etc. Et si t'as fait un truc un peu de travers ou tu sais, t'as fait un oubli ou quoi, ça arrive, bah, tu payes ton contrôle fiscal, quoi.
Donc ouais. Hein. Tu vas pas chez Gilles le soir. Ah bah non, quand j'ai le contrôleur fiscal qui débarque à la maison, j'ai pas Gilles, je peux pas aller voir Gilles Boulot pour me défendre. Putain, mais je savais pas, j'étais auto-entrepreneur, j'ai lancé ça, j'avais 20 ans, j'ai fait des erreurs de. Ok, j'ai fait une petite erreur de comptage, j'ai oublié la TVA. Ah oui, mais vous avez quand même payé, monsieur. Bah d'accord. Ça me va. Combien je vous dois? Pour avoir eu des échos d'assistants parlementaires, il y a peu de soins pris sur l'argent public. C'est vraiment problématique comme mentalité quand on est élu et c'est transpartisan. Ah ouais, mais complètement. En vrai, ce serait quelqu'un de gauche, de droite, du centre qui aurait été condamné pour les mêmes choses. Pour moi, c'est le truc terrible. Tu as un droit de moralité par rapport à ça quand t'es un homme politique il y a l'argent public et tout, quoi. Donc bon. Mais ouais, donc bon, je dérive un peu, mais tout ça pour vous dire que ouais, aux US en tout cas, il y a des trucs qui sont très différents de chez nous. Euh, mais bon, c'était chouette d'y aller une petite semaine. Mais tu vois, c'est un pays que bon, ça dépend comment évolue le pays, hein. Mais c'est un pays que, tu sais, par endroit, il y a des beaux endroits à visiter, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas un pays où tu te vois, moi, où clairement, je me vois, enfin, tu sais, tu te vois vivre. Ça me paraît, enfin, en tout cas, là, comme ça me paraît un peu compliqué, quoi. Bien manger. Ouais. Après, c'est souvent les gens de droite, quand même. Alors, t'en as d'autres, hein. T'en as d'autres. T'as des soupçons sur. Enfin, bref, on verra, mais. Bonjour les Sao, bonjour les Modo et bonjour Théo. J'espère que tu as passé une excellente semaine dans la peau de Michael. J'ai adoré, putain de merde. Dans la recherche publique, tu dois rendre des comptes à un stade débile. Ben ouais, non, mais c'est une évidence. Je préfère le Québec de loin. Bah, j'étais content, franchement. Je ne serais jamais allé, je pense, en Louisiane ou du coup à la Nouvelle-Orléans. Franchement, ça ne me serait pas trop venu à l'idée. Parce que c'est un peu loin, etc. Parce qu'il n'y a pas de vol direct entre Paris et la Nouvelle-Orléans. Je pensais vraiment parce que je me disais avec la connexion française, francophone, entre les deux villes, il y aurait un vol direct. Et ben non, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que tu es obligé de faire soit un arrêt à Londres, soit Washington ou Toronto. Donc, tu sais, t'es obligé de faire une correspondance et tout. Donc, moi, on est passé par Washington à l'aller, on est passé par Toronto au retour. Et donc, c'est vrai que, bon, bah, c'est un peu casse-pied parce que ça te rajoute du temps, alors qu'en vrai, si c'était un vol direct, ce serait tellement agréable. Je me voyais pas y vivre aux USA, mais Nola me dérangerait pas trop pour le coup. Bah, en fait, je pense que Nola, ça pourrait être sympa, genre 4-5 ans, tu vois. Mais quand t'es en pleine santé, tu sais, quand t'es jeune, dans ta début de trentaine, et que tu sais que t'as moins de chances d'avoir des gros problèmes de santé, oui, t'y vas, histoire un peu de voir autre chose, quoi, de voir du pays, d'apprendre l'anglais, machin, pourquoi pas. Mais oui, je me vois pas, tu vois, je vois pas, genre vieillir là-bas ou quoi, tu vois, c'est sûr. T'as pu faire des stops pendant le trajet à Washington ou t'as dû enchaîner les vols? On a enchaîné les vols, ouais. On a fait un stop au bar de l'aéroport, quoi. C'est quand même le pays où va se dérouler les deux plus grands événements à venir, Coupe du Monde plus Jeux Olympiques. Ça va être très intéressant de voir la corrélation entre le sport, la politique et Donald Trump. Et pour le coup, la collaboration USA, Canada et Mexique à venir. Oui, punaise, bah oui, parce qu'ils organisent la Coupe du Monde ensemble. Oh, ça va être improbable, ça aussi. Il y a que à New Orleans qu'il y a des francophones ou c'est dans toute la Louisiane, les 150 000 franco? C'est dans toute la Louisiane. Et d'ailleurs, la Nouvelle-Orléans, c'est pas l'endroit le plus francophone de la Louisiane, hein. T'as des endroits comme Lafayette, par exemple, des villes comme Lafayette où t'as beaucoup plus de francophones. Bâton Rouge aussi, c'est très francophone. Donc non, la Nouvelle-Orléans, c'est même pas l'endroit le plus francophone de la Louisiane. Et en vrai, j'aimerais beaucoup y retourner pour faire des sujets. En fait, je pense qu'on retournera cette année à la Nouvelle-Orléans. Ou l'année prochaine, je sais pas, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup y retourner cette année parce qu'il y aurait. Merci beaucoup, Bigfoot, merci pour le Prime. Et il y aurait un vrai, vrai, vrai sujet à faire sur l'esclavage et sur les exploitations de canne à sucre, etc. en Louisiane à cette époque, toutes les questions autour de la guerre de sécession, la place des Français là-dedans. Parce qu'il y a des choses à dire là-dessus, c'est vraiment intéressant et je pense que ça pourrait faire un super sujet. Ça décentre énormément notre regard aussi par rapport à ce que nous on voit depuis la France et c'est très chouette à voir. Donc moi j'aimerais bien y retourner à la Nouvelle-Orléans. J'aimerais bien y retourner. Je pense que j'y retournerai un de ces quatre. Mais ce sont des francophones intelligibles ou c'est un accent cajun étrange? Ça dépend. Ça dépend. T'as les deux, mais t'as un accent créole aussi. T'as un accent cajun et aussi t'as beaucoup de Français qui parlent un français complètement intelligible. T'as un français qui est genre sans accent particulier. C'est quelques mots qui vont changer. Quelques mots qui vont changer, ouais. Mais sinon, on a rencontré un mec qui parle français là-bas. Il a un français, mais absolument impeccable.
Tu ne devais pas faire un feat avec l'histoire nous le dira d'ailleurs. Ouais, si, mais du coup, ça sera plus sur le Québec. C'est autre chose, mais c'est un autre sujet intéressant aussi. Donc ouais, il y a plein de sujets intéressants à faire. Du coup, j'ai pas compris, mais t'as fait une vidéo histo sur place. Ouais, tout à fait, on a fait une vidéo là-bas. Et on va sortir une vidéo dessus, exactement sur le français en Louisiane. On a encore quelques petits trucs à tourner, notamment des entretiens avec des historiens. Mais l'idée, c'est qu'on sorte un sujet effectivement sur la Louisiane, sur la France, le français en Louisiane. Donc voilà. Donc ça va être chouette. Bon, Régis, petite question. Les gens là-bas se sentent complètement américains ou un peu français? Complètement américains. Ils sont complètement américains, mais merci beaucoup, I'm Flash. Merci, bonjour Evanzi. J'ai pu passer un nouveau jeu sur stream qui pourrait t'intéresser. Un jeu d'enquête en Allemagne sur des crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale. Le jeu s'appelle The Darkest Files. Il a l'air sympa. Ok, je note ça de côté. Alors, est-ce que les gens est-ce qu'ils se sentent français? Alors, c'est assez intéressant, mais en fait, ce qui est très chouette, c'est que en fait, nous, on considère le français comme une langue et elle nous permet de communiquer entre nous. Là-bas, ceux qui défendent la langue française, parce qu'ils parlent vraiment de défendre la langue française, voient en la langue française un certain nombre de valeurs qui diffèrent des valeurs américaines, anglo-saxonnes en tout cas. Et donc, ils se réunissent autour du français comme vecteur de valeurs d'une culture et ils la défendent aussi. Ils défendent ce droit à avoir le droit de parler français, qui se différencie de l'anglais parce que certains ont été malmenés parce qu'ils parlaient français, certains, on leur a interdit d'aller à l'école parce qu'ils parlaient français. Il y a des gens pour qui ça veut dire quelque chose de parler français. Ça ne veut pas dire se sentir français. C'est cultiver une forme de différence et une manière de s'exprimer, une idée qui est différente, quoi. Une autre idée pour eux de l'Amérique aussi. Et le droit d'être reconnu et d'exister pour ce qu'ils sont. Donc c'est vraiment très présent chez eux. Mais non, pour le coup, tu demandes à un Québécois est-ce qu'il se sent plus canadien que français, il te dira 100% qu'il est canadien. Tu demanderas à un Américain là-bas, un qui parle français, est-ce qu'il se sent plus français qu'américain, il te dira, je me sens américain. Donc voilà. Mais pour autant, il se sent américain. Mais tu vois, c'est comme par exemple nous, les Bretons, ont envie d'être reconnus. Tu vois, moi, j'ai envie que la culture bretonne, ou en tout cas le breton, soit reconnu. Mais j'ai pas pour autant envie. Enfin, tu sais, je me sens pas autre chose que français pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je me sens pas breton. Enfin, si, je me sens breton, mais c'est pas. Je me dis pas, putain, c'est un pays différent, j'ai envie que ça change, etc. C'est un peu comme ça aussi. Ils vont pas créer une Louisiane francophone. C'est pas dans le. C'est plus dans l'air du temps. Ça l'a peut-être été à un moment donné, mais c'est plus dans l'air du temps. Tu vois, il y a eu quand le Québec a commencé à faire ses lois pour défendre la langue française, etc. Il s'est posé des questions du même ordre en Louisiane à une époque. C'est plus le cas aujourd'hui parce que le français a perdu en influence. Mais quand Montréal a commencé, à Montréal, dans les villes au Québec, on a commencé à vraiment mettre en place des lois pour défendre le français avec l'obligation de l'utilisation du français dans l'espace public, etc. Il s'est passé des choses un peu similaires. En tout cas, il y a eu une idée en Louisiane de mettre quelque chose en place de ce type-là. Ce qui est assez fou, en vrai. T'imagines, on aurait eu vraiment, là, pour le coup, on aurait vraiment eu une Louisiane francophone, quoi. Là, ce qui n'est pas vraiment le cas. Là, t'as très peu de panneaux en français dans l'espace public, par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc, voilà. Parce que quand j'ai vu au Québec vers 2015-2017, il y avait un gros camp indépendantiste aux élections. Mais je sais pas s'il existe toujours, hein. Je crois qu'il y est plus trop là. Hein. Donc oui, il existe toujours. Ok. Il revient fort. Ah ouais, il revient fort. Pilor. Il y a toujours un camp fédéral comme un provincial. J'entends ce que vous me dites.
Mais ouais, voilà pour ça, voilà pour la petite expérience louisianaise. Et j'avais envie de débriefer ça avec vous avant demain. Et j'avais envie de relancer le live aujourd'hui aussi parce que voilà, on a laissé la chaîne un petit peu éteinte la semaine dernière. On a fait qu'un seul live au final, donc bon. Donc voilà.